Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo avec à l'essai, vous le voyez derrière moi, le Nissan Ariya. Sachez qu'il est disponible avec deux batteries en 2 et 4 roues motrices, mais nous on va démarrer avec quelques chiffres, le design extérieur, l'intérieur et puis on ira rouler. C'est parti! L'Ariya est disponible donc avec deux batteries de 63 ou 87 kWh en 2 ou 4 roues motrices. Cette version est équipée de la grosse batterie, donc de 87 kWh, avec un moteur de 306 chevaux et 600 Nm de couple, avec la transmission intégrale appelée e-Force chez Nissan, pour une vitesse maximale de 200 km/h. En termes de dimension, on est sur une longueur de 4,59 m, une hauteur d'1,66 m et une largeur d'1,85 m. L'empattement, lui, il est de 2,77 m. On est à 10,8 m pour le diamètre de braquage, pour un beau bébé quand même qui pèse 2,3 tonnes. Alors, je vais vous parler brièvement de la batterie. Vous verrez plus tard, on va parler plus en détail de la consommation. Vous voyez donc deux modes évidemment, avec deux câbles livrés avec. Le chargeur embarqué, lui, il est de 22 kW. La pompe à chaleur est de série. Alors comptez une demi-heure de 20 à 80% pour une recharge en courant continu et 5 heures en courant alternatif de 10 à 100%. La batterie est en garantie 8 ans ou 160 000 km. Et avant de s'attaquer au design, je vais brièvement repasser à l'arrière, juste pour vous parler du remorquage, puisque vous allez pouvoir remorquer jusqu'à 750 kg en remorque non freinée et entre 750 et 1500 kg en fonction de la finition en remorque freinée. Alors, maintenant, on va s'attaquer un peu plus en détail au design, voilà, avec cette vue de 3/4 avant, avec un total de 7 couleurs disponibles, dont ce biton perle blue, avec le toit noir, toit ouvrant panoramique par ailleurs. Et vous le voyez aussi, ici les rétros sont également en noir, bon, on appelle ça un noir pearl black chez Nissan. Je trouve que la couleur lui va vraiment très très bien. C'est un bleu foncé, c'est vraiment, je trouve en tout cas, très joli. Ensuite, belle signature lumineuse à l'avant, avec évidemment des phares à LED automatiques, les feux de jour à LED, la fonction Follow Me Home, donc les feux peuvent rester un petit peu allumés si vous vous garez chez vous et qu'il n'y a aucune luminosité, ou même simplement que vous vous garez quelque part et qu'il n'y a aucune luminosité, les feux vont pouvoir vous éclairer, c'est pas mal. Les anti-brouillards en partie basse, les capteurs évidemment, vous voyez aussi qu'il y a une petite caméra juste ici, une face avant, je vous montre ça de profil, voilà, assez musclé, j'aime beaucoup. Ici, vous avez aussi un appendice, je ne sais pas si vous le verrez, si voilà, aérodynamique pour vraiment favoriser l'écoulement de l'air, donc c'est esthétique, mais ça a aussi et surtout une fonction pratique, vous le voyez là, voilà. Le pare-brise, il est chauffant, ça c'est très très bien, surtout en décembre ou plus globalement en hiver. Donc vous avez naturellement une calandre qui est fermée ici, ouverte, juste là. Allez, on revient dans le bon sens avec, vous le voyez ici, des jantes presque pleines, encore une fois, et c'est toujours la même chose pour favoriser l'écoulement de l'air. Ce sont ici des jantes de 19 pouces, vous pouvez avoir du 20 en option. Un bel arche de roue en plastique, avec aussi des bas de caisse. La même chose là-bas. Alors, les rétros, ils sont rabattables électriquement. Ils intègrent aussi une petite caméra pour un système global à 360 degrés. Ils intègrent également le bliss, donc le petit triangle ici va passer en orange s'il y a quelqu'un dans votre angle mort. Vous avez aussi les rétros qui se baissent, vous savez, la fameuse fonction d'inclinaison en marche arrière. Alors, vitrage arrière surteinté, les vitres sont traitées anti-UV et infrarouge. Ensuite, vous avez donc
Un aileron de requin ici, une lunette arrière très inclinée, avec un essuie-glace. Alors ça c'est assez rigolo parce qu'en fait l'essuie-glace, vous le voyez, il va pas, par exemple, nettoyer ici, il va s'arrêter ici. Un petit peu surprenant, mais bon, soit. Et puis aussi, vous avez une carrosserie ici, avec un aileron, hop, voilà, qui est un petit peu ouvert, pour encore une fois, eh bien, favoriser le flux d'air. Donc quand on roule, eh bien, le flux d'air va s'engouffrer, hop, ici, pardon, ressortir là, ça va créer donc une ouverture avec aussi le becquet qui est là. Bref, tout est fait pour favoriser le CX, donc l'optimisation de la consommation. Et puis à l'arrière, vous avez naturellement capteur, caméra, toujours, avec surtout moi ce que j'aime beaucoup, c'est ces feux assez discrets, assez petits, et puis la marque intégrée dans le bandeau lumineux. Sachez enfin que les feux arrière sont évidemment à LED et ceux de virage sont séquentiels, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Et je vous propose maintenant qu'on passe à l'intérieur. Alors lorsque l'on pénètre au sein de l'habitacle, on va déjà faire le focus sur cette portière, avec en partie haute une finition très jolie, mais surtout extrêmement douce en fait au toucher. Au-dessus, il y a du plastique moussé de bonne qualité. Une toute petite partie du système audio Bose composé de 10 haut-parleurs. Là, on remarque déjà des fonctions de paramétrage du siège. Verrouillage, on peut régler évidemment les rétroviseurs, les rabattre en un clic, les cas de vitres électriques, la poignée notamment pour ouvrir, un petit rangement ici, là évidemment ce sera du plastique un peu plus dur, le badge e-force pour rappeler que c'est une version 4 roues motrices, le nom du modèle tissé sur le tapis, c'est une toute électrique donc évidemment boîte auto, les sièges sont électriques, chauffants, ventilés, vous avez aussi le réglage lombaire, tout est paramétrable sur 8 voies. Là aujourd'hui j'en suis presque au moment du tournage à près de 1000 km avec ce véhicule et je peux vous garantir que les sièges maintiennent extrêmement bien. Vraiment au niveau ergonomie, il n'y a rien à dire. Ça fait vraiment premium comme intérieur. Alors ensuite, ici vous avez la possibilité d'avoir l'assistance de direction ou non. On peut enlever l'affichage tête haute. Alors je vais essayer de vous montrer. Voilà. Ensuite, le frein de parking automatique. On arrête la charge et puis une des commandes pour ouvrir le coffre. Vous avez le réglage du volant qui est électrique. À gauche, naturellement, les commandes liées au feu. Et vous le voyez aussi, vraiment, des petites touches ici anodisées sur les aérateurs. Je trouve que c'est très beau. Et même ici, cette imitation bois est vraiment très jolie. Allez, maintenant, on va s'installer au volant. Alors, je vais volontairement reculer mon siège au maximum. Ensuite, au niveau toujours du volant, qui offre d'ailleurs une très bonne prise en main, un très bon grip qui est d'ailleurs chauffant. Vous avez ici donc évidemment les réglages du volume. Ici, ça sera pour naviguer dans les menus qu'on va voir dans un instant. On change de piste ou de station radio. Menu raccourci. Vous voyez, avec par exemple le maintien dans la voie, on peut changer la source audio ou encore l'aide au conducteur. Donc là, il y a 5 raccourcis. Partie droite, ce sera le limiteur de vitesse, le Round View Monitor, donc concrètement tout ce qui est lié au régulateur de vitesse adaptatif avec aussi les assistances. Régulateur de vitesse adaptatif, vous le voyez sur 3 niveaux, le téléphone en Bluetooth, la commande vocale, en sachant qu'il y a Alexa qui est intégré d'origine au véhicule, et ensuite donc le Ready. Vous le savez, pour ceux qui roulent notamment en hybride ou en électrique, le ready signifie que le véhicule est sous tension et prêt à partir. Le one pedal, c'est une particularité de certains constructeurs. Alors concrètement, ça sert à quoi? Eh bien, ça veut dire que vous pourrez quasiment ne pas toucher au frein tant le freinage sera
efficace. Et c'est assez fou parce que quand on roule, eh bien, on voit parfois la pédale de frein qui bouge, la course de la pédale qui bouge, alors qu'on a juste le pied à droite sur donc l'accélérateur. Ensuite, bon, le temps depuis le démarrage, le kilométrage, le mode éco, il y en a plusieurs. Je vais vous les montrer tout de suite. Voilà, Snow, Eco, Standard ou Sport. Je vous montrerai un petit peu après le bouton, les commandes pour les changer, ces modes. Frein de parking, la température, l'éclairage. Ce qui est bien aussi, c'est que lorsque je mets le pied sur le frein, vous le voyez, ça s'affiche. Les feux stop s'allument devant. C'est très pratique, surtout si vous êtes dans le trafic et qu'il y a quelqu'un derrière vous. Ensuite, à droite, bon, évidemment, l'autonomie restante ici, les kilométrages que vous pouvez faire, et puis en bas à droite, le kilométrage total du véhicule. La signalisation, alors la lecture des panneaux est pas mal, ça distingue également les panneaux, notamment pour ceux qui auraient une remorque ou une caravane, et ça demande, le véhicule vous demande, lorsque vous avez le régulateur de vitesse activé, si vous souhaitez par exemple passer de 110 à 90, et pour cela il suffit juste d'appuyer sur cette commande de mémoire et vous passeriez tout de suite à 90, donc ça c'est très pratique. Ensuite, au niveau des menus, hop, on va passer sur voilà, celui-ci, donc c'est le menu principal. Ensuite, vous avez l'ordinateur de bord. Je m'en suis beaucoup servi pour des séquences qui seront un petit peu plus tard dans la vidéo pour vous faire évidemment un détail complet, un relevé complet des consommations et notamment sur autoroute, puisque c'est quand même un véhicule à vocation routière, c'est pas une citadine. Ici, voilà le guide de la pédale, donc concrètement, quel est votre score et quelle est votre consommation. La consommation moyenne d'énergie avec un graphe. Bon là, il ne faut pas vraiment en tenir compte parce que j'ai le véhicule sous tension depuis un sacré moment. Ensuite, le temps de charge estimé avec, par exemple, un chargeur de 7,4 kW. Donc la batterie, évidemment, avec 3100 km, elle est top. La pression des pneus, la répartition du couple, puisque je vous le rappelle qu'on est sur une version 4 roues motrices, la navigation, voilà. Ensuite, source audio. Alors à savoir que, petite parenthèse, la navigation fonctionne uniquement avec le GPS intégré. Si vous connectez, d'ailleurs j'en profite, c'est compatible Apple CarPlay sans fil et Android Auto, mais par câble, là vous n'aurez absolument rien devant vous. Donc, évidemment, éventuellement, la piste ou le titre de la chanson que vous êtes en train d'écouter, les différentes aides à la conduite. Je vous l'ai montré il y a un instant, ça c'est le régulateur de vitesse adaptatif, voilà, sur 3 niveaux. De nouveau, la signalisation. Et puis là, on arrive sur les réglages. Donc on peut par exemple voilà, changer un petit peu l'affichage tête haute, la luminosité, la hauteur ou la rotation. Bon, là, voilà, il y a quand même beaucoup de possibilités. On va se décrocher un petit peu voilà, de cet écran pour monter ici sur le pare-soleil avec LED intégré, porte-carte. Ce qui est bien aussi, c'est que vous avez une poignée ici, mais également pour chacun des occupants latéraux, parce qu'évidemment ici, non, c'est logique. Vous avez aussi un miroir caméra. Alors, à quoi ça peut vous servir? C'est très simple. Imaginons que vous ayez le coffre plein à ras-bord, vous ne voyez pas grand-chose. Donc, ce rétro-caméra va vous aider. Et vous pouvez, vous le voyez ici, par exemple, faire en sorte qu'il soit quelque peu rotatif. Et puis, hop, voilà. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais en tout cas, ça marche. Hop, je vais revenir au menu principal. On peut facilement, alors, ok, voilà. On peut par exemple bouger un petit peu l'angle de la caméra. Moi, je vais le remettre à 0. Voilà. C'est vraiment bien foutu. Et puis, si on veut un rétro normal, tac, voilà, comme ça. Ensuite, ici, vous avez un rangement pour des lunettes, extrêmement pratique. Évidemment, tout ce qui est lumière de plafonnier. La commande pour le store. Je ne vais pas le sortir complètement. Et puis, ici, vous avez le toit
ouvrant. Voilà. Un petit plus indéniable. Bon, peut-être pas aujourd'hui, hein. Ensuite, ici, côté droit du volant, évidemment, les commandes liées aux essuie-glaces. Moi, je vais les laisser en automatique. Voilà. Je rappelle que vous avez aussi le petit essuie-glace à l'arrière, mais qui, comme je vous le disais, ne couvre pas la surface complète. Alors au début, j'avais un peu peur parce que si vous regardez vraiment la rétrovision, c'est pas terrible à l'arrière. Et pourtant, ça ne m'a jamais posé de difficulté. Jamais, jamais, jamais. Et ça, c'est vraiment un bon point. Ensuite, le démarrage du véhicule. Ici, vous avez le frein de parking, le frein à main en fait. On arrive sur cet écran avec la possibilité directement, avant même de toucher à cette dalle ici, en appuyant sur le bouton caméra, d'avoir une vision notamment à 360 degrés. Avec les capteurs et les caméras, vous avez aussi le parking automatique. Et juste au-dessus, vous avez la possibilité voilà, de changer un petit peu la luminosité de l'écran. La première commande ici, ce sont les notifications. Ensuite, menu principal. Alors, ce qui est vraiment bien avec la navigation, c'est que vous avez le planificateur d'itinéraire. Donc, ça vous propose des bornes. Vous voyez évidemment la distance, le temps, l'énergie ou l'état de la batterie qu'il vous restera à l'arrivée. Et ça, vraiment, c'est super bien. Alors, on va cliquer sur la première, par exemple. Hop. Ah oui, débuter, pardon. C'est vrai qu'il faut appuyer sur débuter. L'itinéraire Et voilà. est calculé. Prenez une route digitalisée. Voilà, par exemple, comment ça fonctionne. Donc ici, évidemment, avec l'infotrafic. Ici, vous allez pouvoir paramétrer certains lieux, les stations de recharge et ou d'essence, les restaurants. Hop. Moi, je vais couper la navigation. Oui, toutes les destinations, voilà. Alors, la navigation sur cet écran est extrêmement fluide. Lorsque je fais une recherche, hop, on va revenir en arrière. Voilà, recherche par exemple. On va mettre, allez, Bruxelles. Hop, si j'appuie pas sur le B, ça va pas aller. Bruxelles. Voilà. On va prendre le premier. Recharge d'itinéraire avec arrêt de recharge. Oui, forcément, c'est mieux. Voilà, donc 225 km, midi 58. L'itinéraire est calculé. Prenez une route digitalisée. Voilà. Et sur mon parcours, évidemment, j'aurai accès à toutes les bornes de recharge. Par exemple, voilà, ici on est sur les stations-service. Vous avez évidemment les restaurants, l'infotrafic, l'itinéraire complet. Voilà, moi je vais arrêter le GPS. Ensuite, donc évidemment ici vous avez le raccourci direct, la musique ou les périphériques audio. Ça a été un petit peu récalcitrant au départ pour connecter mon téléphone en Bluetooth et puis finalement ça s'est fait super bien par la suite. Ici vous avez la connexion avec Apple CarPlay et si vous appuyez sur ici en bas à gauche, pardon, vous avez différents menus. En dessous, vous avez l'accès, alors notamment ici au volant chauffant, la clim automatique, évidemment la température pour le conducteur et ou son passager, la clim, juste la ventilation. On peut aussi gérer directement la partie arrière. Hop, on va revenir ici, voilà, et en cliquant sur le siège, vous aurez accès par exemple au chauffage sur 3 niveaux, à la ventilation également sur 3 niveaux, ou alors vous laissez ça en mode automatique ou complètement vous coupez complètement, pardon. Des embuages avant par exemple. Ici, je rappelle que le pare-brise, il est chauffant. Si je veux les différentes zones plus facilement, avec plus de détails, voilà. Driver zone, et ici on peut aussi synchroniser les deux températures. Par exemple, j'ai 19 degrés à gauche, 20 à droite, je veux synchroniser, hop, j'appuie dessus. Tous deux seront à 19. Moi, je vais revenir au menu principal. Et ensuite, vous le voyez ici, vous avez des commandes, en fait, intégrées dans la planche de bord, avec ici des raccourcis, par exemple, pour la température, que vous voyez
ici. Voilà, là je vais vers le bas, là je vais vers le haut. Alors, il ne faut pas juste appuyer, c'est-à-dire que si vous passez comme ça, il n'y aura rien qui se passera. Il faut vraiment donner une petite impulsion. Ensuite, évidemment, des embuages avant, arrière. On va mettre plus ou moins de ventilation sur 7 niveaux. Le toucher est assez particulier. La clim automatique, le recyclage et puis naturellement le chauffage ou la ventilation, en tout cas le chaud ou le froid pour le passager. Et ici, vous avez une vraie commande pour le volume que vous voyez s'afficher sur l'écran juste au-dessus. On peut aussi simplement en une pression arrêter l'audio, les warnings. Et ici, vous avez un petit raccourci également pour changer de piste par exemple. Ensuite, côté droit, vous avez évidemment le même revêtement que sur la portière. Même chose ici, c'est vraiment très qualitatif. Alors, sachez aussi que vous avez un petit éclairage d'ambiance. Voilà, là vous le voyez peut-être un peu mieux et encore mieux ici. C'est rétro-éclairé. Ensuite, vous le voyez au niveau de la boîte à gants, il y a vraiment pas beaucoup d'espace. En plus, il n'y a rien en dessous de la coudoir centrale. Alors vous allez me dire, il y a vraiment peu d'espace de rangement. Eh bien, regardez bien, sur cette finition, il y a quelque chose que j'ai presque découvert par hasard. C'est cette commande ici, Open Close. Évidemment, vous aurez compris que ce ne sont pas les commandes liées au toit panoramique. Alors, on va appuyer sur Open. Et voilà ce qui est proposé sur cette finition de façon électrique. Les autres seront manuels, c'est-à-dire que les autres espaces de stockage seront à ouverture manuelle sur les autres finitions, je vais dire d'entrée de gamme. Et donc, vous avez la possibilité de ranger beaucoup de choses, parce que vous le voyez, là, je suis vraiment au fond, avec aussi quelque chose pour cacher. Alors là, évidemment, vous pourrez par exemple poser quelque chose. Moi, je vais rouvrir ça, y remettre mes gants, et puis appuyer sur Close. Et voilà, le tour est joué. Alors, je profite aussi d'être ici pour vous montrer l'espace du chargeur par induction. Donc là, vous l'avez vu, je viens d'y mettre mon téléphone. Alors peut-être pas correctement. Ah si, voilà. Le voyant s'allume, c'est-à-dire que mon téléphone est en train de charger. Par contre, ça ne va pas le charger complètement. Pourquoi? Simplement parce qu'il n'y a pas de dissipation thermique. Ça chauffe quand même pas mal au bout d'un certain temps. Mais bon, voilà, ça peut faire le taf, ça peut faire le job. Mais ne vous attendez pas à avoir un téléphone 100% rechargé. Le One Pedal, je vous en ai parlé il y a un instant. Lorsque j'appuie sur ce bouton, voilà, off ou on, en bleu ce sera activé. Les différents modes de conduite, donc je le rappelle, sport, standard, éco et snow. Mais j'aimerais faire le focus, écoutez bien le bruit que ça fait. Il faut s'y faire quand même. Un double porte-gobelet ici. On peut fermer ça. Ça fait vraiment très classe. J'aime beaucoup vraiment cette console flottante. C'est vraiment très joli. Le sélecteur de vitesse. Alors, D, B, ça vous le savez, c'est le D en drive, on va vers l'avant. On peut, même sans le One Pedal, donc on peut désactiver le One Pedal, activer le D. On retire vers soi, on aura le mode B. Donc là, ça va optimiser la récupération de l'énergie. Ensuite, la commande ici, ce sera pour le parking automatique. Bon, vu comment je suis garé et surtout en l'absence de ligne au sol, ça va être impossible. Mais bon, voilà, aide au stationnement, vous le voyez d'ailleurs, non disponible, c'est tout à fait normal. On pousse vers l'avant, on sera hop, au neutre. J'essaye d'être au neutre, mais c'est pas évident. Bref, ici, on sera donc en marche arrière. Logiquement, la caméra va s'activer. Et puis, le P, parking. Donc là, je relâche le pied du frein et le véhicule sera immobilisé. Mais la particularité de cette console, c'est pas forcément ça, c'est pas, comme je vous disais, l'absence de rangement ici, qui finalement n'est pas un souci, c'est ça. Et oui, c'est mobile. Alors vous allez me dire, mais ça sert à quoi?
Eh bien en fait, déjà, ça va permettre aux passagers arrière d'avoir plus facilement accès à de la connectique, on le verra dans un instant. Hop. Mais surtout, regardez, ça va vous libérer aussi de l'espace pour accéder notamment au chargeur 12 volts, à la prise USB-C, à la prise USB classique. Et ici, vous aurez encore un petit rangement. Alors je le dis bien et je répète, petit rangement, puisque vous le voyez, voilà, ce sera peut-être pour mettre une carte. Mais ce qui est vraiment cool, c'est que là, vous aurez vraiment énormément d'espace. Rien qui cogne potentiellement sur le genou. Ça m'est arrivé sur d'autres véhicules, donc c'est vraiment un plus non négligeable. Et puis là, regardez, hop, voilà, je sors la console centrale. Enfin, cet élément en tout cas, voilà. Hop. Et là, vraiment, c'est... Enfin, allez, même si je veux m'étirer, j'exagère, hein, mais je veux m'étirer sans sortir parce qu'il fait un temps horrible dehors, eh bien, hop, je me mets en latéral, je m'étire. Alors, c'est sûr que c'est pas forcément ce que les clients potentiels vont penser au premier abord, et c'est tout à fait normal, mais c'est possible. Donc là, je suis au maximum. Et d'ailleurs, je vais la laisser comme ça pour vous montrer un petit peu l'espace à l'arrière. Je pense, en tout cas j'espère, ne rien avoir oublié sur cette partie avant. Alors, le bruit des clignotants, rien à dire. Bon, ici je suis en zone résidentielle, donc je ne vais pas faire le klaxon tout de suite. Je vais quand même ravancer mon siège, puisque je m'étais reculé au max. Voilà. Comme je roule, voilà, je suis super bien. Et on va tout de suite passer à l'arrière. Allez, c'est parti. Alors, là, vous découvrez l'arrière avec évidemment la même finition, le même soin apporté aux portières à l'avant comme à l'arrière. De quoi mettre une bouteille. De nouveau, le badge e-force. Et ici, ce qui est génial, c'est que le plancher est totalement plat. Alors, il y a peut-être 1 cm relevé au milieu, mais je pense que ça, c'est plutôt le tapis qui n'a pas été correctement remis par moi-même. Donc, c'est génial parce que là, vous allez vraiment pouvoir être 3 au milieu. Vous avez aussi une poche aumônière ici. Alors, on va s'installer à bord. Alors, d'abord, la vision. Vous avez une vision ici, un petit peu plus haute qu'à l'avant. Et vraiment, c'est superbe. Alors aujourd'hui, vous l'avez remarqué, il fait pas grand beau. Et pour autant, je trouve que j'ai énormément de luminosité. Alors évidemment, la couleur du revêtement n'y est pas étrangère, mais regardez. Hop, je me tourne ici et vraiment, j'ai une très très bonne vision. C'est pas comme certains SUV qui sont par exemple coupés ici. Alors, sans modifier ma position de conduite, regardez l'espace que j'ai aux jambes. C'est énorme, c'est vraiment gigantesque. Donc, un sans faute. Et alors, au niveau de la tête, c'est pareil. Je peux même prendre appui sur l'appui-tête, le relever. Oh, ouais, franchement, c'est superbe. Et j'en profite également parce que j'ai fait un peu plus de 2 heures de route avec 4 adultes à bord, à qui j'ai posé des questions au retour. Les deux m'ont dit que c'était extrêmement confortable. Donc, validé également à l'arrière. Et on continue le petit tour avec ici les sièges chauffants également aux extrémités, donc pas sur le siège central, mais c'est tout à fait normal, sur 3 niveaux. Ça aussi, ça a été apprécié. Et puis de nouveau, de la connectique USB-C et USB. Alors, aujourd'hui, sur les voitures qui sortent en 2024, 2025, enfin, fin 2024, 2025, c'est principalement que de l'USB-C. Mais je trouve ça super qu'il y ait les deux. Pourquoi? Eh bien simplement parce que certaines personnes n'ont pas encore de téléphone, par exemple, avec une prise USB-C. Ça sera encore du Lightning ou du micro USB. Bref, c'est vraiment cool d'avoir le choix. Ensuite, je vais vous montrer ici, voilà, un accoudoir avec un double porte-gobelet. La banquette est rabattable 60-40. Vous avez aussi ici une petite lumière, une petite lumière tactile. De nouveau, je vous le rappelle, une poignée avec un petit crochet, par exemple, pour y mettre un cintre et une chemise. Donc ça, vous voyez, c'est quand la console flottante est reculée au maximum. Maintenant, je vais faire l'inverse.
Un petit focus aussi en plan large sur l'avant. Voilà. Là, elle est en position maximale à l'avant. Et je vais volontairement me mettre au milieu. Bien, regardez, de nouveau. Alors évidemment, là, j'ai personne à droite, mais j'ai une place énorme. À la tête, évidemment, c'est toujours un sans faute. Bref, on va pouvoir voyager à 4 ou à 5 sans aucune difficulté. Et maintenant, on va passer au coffre. Alors, le haillon est naturellement main libre. Au niveau du volume de chargement, on sera sur 408 litres sur cette version 4 roues motrices, avec ici de quoi ranger quelques petites choses. Ensuite, alors hop, on va ranger ça correctement, voilà. Ici, vous avez de quoi éventuellement regonfler un pneu. Et ici, vous l'avez vu, une toute petite partie du caisson, enfin du système audio Bose. Voilà. À savoir que si vous n'êtes pas en 4 roues motrices, le volume de chargement sera de minimum 468 litres. Alors j'en profite aussi pour vous dire que ici vous avez le câble pour charger le véhicule à domicile. Et ici, bon là je l'ai rangé à l'arrière, le câble pour les bornes publiques. Donc ça c'est vraiment génial qu'il vous propose, qu'il vous livre directement les deux, que ce ne soit pas une option d'acheter par exemple le câble à domicile. Vous avez donc une longueur maximale de 79 cm et 1,10 m en largeur. Et je vais vous montrer maintenant ce que ça donne une fois que la banquette arrière est rabattue. Et on passe ici à 1350 litres, donc une fois que la banquette arrière est rabattue. Vous le voyez, c'est quasiment plat. Alors maintenant, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir un petit peu quand on remet les sièges, est-ce que les ceintures se coincent ou non. Hyper simple, vraiment très très léger. Ah oui, alors là il va falloir dans un premier temps prendre la ceinture, la passer devant, hop, et on rabat ici. J'en profite, vous avez aussi deux petites LED ici, de quoi mettre par exemple un filet de part et d'autre. Ah, ici, je l'ai enlevé avec, donc hop, voilà, ici aucun problème. Et d'ailleurs, vous le voyez aussi, il y a une petite différence au niveau de la banquette, puisque hop, vous pouvez la configurer, la paramétrer, je veux dire l'incliner, voilà, sur un angle, deux angles, et c'est tout. Mais c'est déjà pas mal. Voilà. Allez, on va refermer le haillon sous ce magnifique temps hivernal. Et maintenant, on va aller rouler. Allez, c'est parti. Je vous embarque avec moi. En ville, le véhicule est très très agréable à rouler. On voit très très bien ce qui se passe devant nous, même latéralement, aussi à l'arrière, hein, je le rappelle. Et puis vous avez aussi ce rétro caméra. La direction est d'une souplesse, c'est très très agréable. En plus là, le volant est chauffé, donc c'est encore mieux. Au niveau de la direction, vous aurez compris, on peut modifier certaines choses, notamment l'effort à fournir pour tourner ce volant avec une commande à gauche. Et puis naturellement, il y a aussi différents modes de conduite qui vont changer d'autres paramètres, comme par exemple la réponse à l'accélérateur, la climatisation. Et pour le coup, les 4 différents modes, alors je vais dire sport, standard et éco, il y a de réelles différences. Et snow, ça va plus se jouer sur d'autres paramètres tels que le couple par exemple. Elle est extrêmement silencieuse, hyper confortable. Le petit bip que vous venez d'entendre, c'est parce que je me suis rapproché un peu trop rapidement du véhicule qui était devant moi. Là, c'est l'un des avantages de l'électrique, hein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un fait, c'est que c'est vraiment doux, c'est onctueux, voilà. Et malgré cette puissance, c'est pas non plus, vous n'aurez pas un coup de pied dans le derrière, c'est vraiment très très linéaire, même et surtout, je dirais, lorsque l'on met le pied dedans. Le freinage également, alors lui il peut être progressif ou assez marqué, notamment avec le système One Pedal. Là j'ai trouvé, en tout cas moi je l'ai fait sur le sec, le freinage à pleine charge, donc j'étais à 100 km/h, j'ai écrasé la pédale, vraiment ça freine très très bien, compte tenu toujours du poids de la voiture. Et puis le One Pedal permet également, alors sur le long terme bien sûr,
de grappiller un petit peu d'autonomie. Donc là par exemple je vais essayer de me mettre à 50, j'ai personne derrière moi. Je relâche l'accélérateur sans freiner, 40, 30, 27, 25, 20, vous voyez. Alors ça ne va pas aller jusqu'à l'arrêt complet, ça c'est un petit peu dommage, mais voilà, on arrive par exemple à 11 km/h. Je suis à 41, voilà, je relâche simplement l'accélérateur, de nouveau, hein. Je n'ai toujours pas besoin de freiner. Et je commence à freiner seulement maintenant. Voilà. Un petit coup de frein, le trafic repart, c'est reparti. Ça d'ailleurs, je vous en reparlerai un petit peu plus longuement avec ce trafic entre guillemets en accordéon une fois qu'on sera sur autoroute. Vraiment très très agréable et on n'a pas l'impression de rouler un SUV, c'est vraiment aussi facile à manœuvrer. Je ne vais peut-être pas dire qu'une Micra, hein, qui d'ailleurs arrivera l'année prochaine en tout électrique aussi, en 2025 donc, mais c'est vraiment facile. Le rayon de braquage, il n'est pas ridicule, donc ouais, c'est assez simple. Les suspensions aussi, tout ce qui est amortissement, j'ai trouvé que sur une chaussée normale, bon évidemment il n'y a rien à dire, hein, c'est propre, c'est impeccable. Et sur une chaussée dégradée, avec notamment plaque d'égout, un revêtement qui n'était absolument pas du macadam bien lisse, eh bien ça filtre plutôt bien les imperfections de la route. Alors on les sent hein, naturellement, hein, c'est pas une Rolls non plus, le prix n'est pas le même d'ailleurs. À propos du prix, je vous ai parlé peut-être du prix de celle-ci en début de vidéo, je ne sais plus, enfin on est à plus de 60 000 €, mais sachez que le Nissan Ariya démarre à 37 000 €. Donc je disais, voilà, je parlais des suspensions et des amortisseurs ouais, qui filtraient plutôt bien les irrégularités de la route. J'ai eu d'autres échos également des passagers qui étaient avec moi sur autoroute qui m'ont dit ouais, que c'était hyper confort, vraiment ils étaient très très bien installés à l'arrière. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. En fait, on entend plus ce qui se passe à l'extérieur qu'au sein de l'habitacle. D'ailleurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un système audio Bose avec 10 haut-parleurs. Je l'ai trouvé bon comme système, mais je m'attendais quand même à quelque chose de beaucoup mieux, en sachant que j'ai écouté de la musique sur YouTube. Alors certes, c'est pas non plus de la super bonne qualité, mais je m'attendais quand même à quelque chose de mieux de la part de Bose. Voilà donc pour quelques points relatifs à la circulation et au trafic urbain. Et maintenant, on va se retrouver tout de suite sur autoroute. Alors, maintenant, voilà, j'ai le pied dedans. Donc là, je suis à fond. On va sur autoroute. Ici, c'est limité à 110. Donc, on reste à 110. Serré à gauche. Alors, nous voici donc sur autoroute. Je vais vous faire écouter tout de suite la route sur 10 km. le klaxon. Ah, il est bon, il est très très bon, c'est pas du tout un jouet ou un gadget, c'est vraiment efficace. Alors là je vais mettre donc le régulateur de vitesse adaptatif, on reste à 110. Devant moi, je vous rappelle, j'ai l'affichage tête haute, donc je vois la vitesse à droite. Au milieu, j'ai la vitesse paramétrée et la distance que j'ai choisie avec le véhicule devant moi. Et juste à gauche, la navigation avec simplement une flèche vers le haut et qui m'indique quand est-ce que je devrais changer de route, sortir. Donc là on est à 8 km 9. Ici c'est 90, donc on va relâcher le pied de l'accélérateur. On va se rabattre. Sur autoroute, et c'est là vraiment où j'ai remarqué, je vais dire, les quelques points négatifs de cet essai. Alors à 90, qui est la vitesse maximale autorisée ici, ça va pas être évident de vous le montrer. D'ailleurs ici c'est 70, donc on va encore ralentir. Ouais, vous voyez, petite parenthèse avec le rétro caméra, on voit extrêmement bien ce qui se passe derrière. Maintenant que j'ai doublé, je vais me mettre voilà, à 70. Là, c'est vraiment impeccable. La qualité, vraiment, on voit super bien ce qui se passe derrière. Alors ça, c'est vraiment utile. Par exemple, quand vous avez le coffre chargé vraiment à ras-bord et que vous ne voyez pas ce qui se passe avec le rétro normal, ou en tout cas avec la rétrovision voilà, classique comme ici. Donc, sur autoroute, je disais, il y a quelques petits points qui seraient à améliorer. On va les voir dans un instant, une fois que la vitesse autorisée sera revenue à la normale.
Mais je peux déjà vous dire qu'il y a une sensibilité du volant au niveau de l'aide à la conduite qui est incroyable. Alors c'est même un peu trop et je pense qu'il faudrait modifier la calibration peut-être sur les générations suivantes de Nissan Ariya. Pourquoi? Parce qu'en fait vous allez voir, je vais tenir le volant à une main par exemple et ça va me dire de maintenir les mains sur le volant. Alors pour pallier à ça c'est hyper simple, soit je mets les deux mains comme ceci sur le volant ou alors j'appuie vraiment, enfin je tiens fermement le volant vers le bas et du coup l'alerte va disparaître. Alors je répète, moi je trouve que c'est beaucoup trop sensible et vous allez voir de quoi il s'agit dans un instant. Autre chose aussi, passer 110 km/h, donc à 120 ou 130 en fonction si on est en France ou en Belgique, j'ai trouvé qu'au-dessus de 110 km/h, 110, 115, il y avait quand même des bruits de vent assez marqués au sein de l'habitacle, surtout du côté gauche. Et lorsque nous étions à 4 dans le véhicule, j'ai posé la question à mon passager qui a remarqué exactement la même chose. Voilà, maintenant la limitation de vitesse n'est plus à 70, donc on va se remettre à 110, enfin on va essayer de se remettre à 110, voilà. Donc je vais choisir la distance minimale avec le véhicule qui est devant moi. Et vous le voyez, j'ai une main sur le volant. Voilà, tout de suite, un avertissement en rouge qui me dit de maintenir les mains sur le volant. Alors que là, concrètement, j'ai la main sur le volant, voilà, mais je suis obligé quand même de bien tenir pour qu'elle puisse détecter une présence. Alors c'est super, parce que voilà, si on lâche les mains, ou si on s'endort, ou si on a un malaise, bref, quoi que ce soit, ça va réagir hyper vite, peut-être un peu trop en fonction des conditions, mais en tout cas, ce sera sacrément efficace. Alors après ça, l'étape d'après, c'est le freinage, les warnings. Bon là, je ne le fais pas parce que comme vous le voyez, j'ai quand même quelqu'un derrière. Alors imaginons que je sois sur la voie de droite et que j'essaye de doubler le camion. Le véhicule devant moi sera toujours là. En fait, le véhicule va se déporter, l'Ariya va se déporter, accélérer, se coller et se rapprocher un peu trop du véhicule qui sera devant moi sur la voie de gauche avant de retrouver une distance que j'aurais paramétrée préalablement. Et en fait, c'est assez étonnant parce que vraiment, on se déporte, on accélère et puis ensuite, ça revient à une distance sur 3 niveaux possibles. Ça, j'ai trouvé étonnant. Et vraiment, on doit le savoir, ça peut surprendre au premier abord, mais finalement, on s'y fait très vite. Ah oui, aussi une chose, c'est que lorsque vous franchissez la ligne blanche, droite ou gauche, peu importe, le véhicule va vibrer un petit peu. Et si vous n'avez pas les mains sur le volant, ça va aussi vous remettre sur le chemin. Mention très bien pour la fonction Stop and Go du régulateur de vitesse qui permet dans le trafic en accordéon de ne pas devoir appuyer sur l'accélérateur pour repartir si l'arrêt dure 1 à 2 secondes. Alors avant de passer à la conclusion, ce que je vous propose, c'est de vous montrer un petit peu quelle est la consommation réelle du véhicule sur autoroute entre Luxembourg et Bruxelles. Et puis on ira sur l'est de la France, mais cette fois-ci avec 4 personnes à bord. Ça vous donnera vraiment un aperçu concret des différentes consommations en sachant que nous sommes en décembre, donc avec des températures négatives ou très proches de zéro. Je viens de débrancher la voiture de la station Unity à Messancy, à proximité d'Arlon dans le sud de la Belgique. Vous voyez, véhicule chargé à 98%, soit environ 404 km d'autonomie. Et je vais parcourir à peu près 170 km. Et ce qui est bien évidemment, c'est qu'on voit aussi la recharge une fois arrivé. Allez, c'est parti pour un peu plus d'1h30 de route. Je sors désormais de l'autoroute, donc vous voyez, j'ai parcouru à peu près 160 km. Conso moyenne de 22,9 kWh au 100 avec une vitesse moyenne de 107 km/h. 1h30 de voyage pour l'instant. Il me reste 19 km. En sachant que sur une quinzaine de kilomètres, la vitesse sur autoroute était limitée en raison de travaux à 70 km/h. Allez, on se retrouve d'ici quelques instants. Me voilà désormais arrivé à la première étape, avec donc 19 km de plus environ, et une conso de 22,7 kWh au 100. Et on est reparti pour une soixantaine de kilomètres pour la fin du trajet. Me voilà désormais à Affligem, donc dans le nord-ouest de Bruxelles. 64 km en 1h26, une vitesse moyenne de 50 km/h et à peine moins de 21 kWh au 100 km. Voilà donc pour la partie autoroutière.
principalement autoroutière. Alors vous le voyez, quand on part, donc la batterie est à 100%, soit 351 km, on doit parcourir 98 km et à l'arrivée, il reste 66%, soit environ 217 km, composé essentiellement d'autoroute. Je pense qu'il devait y avoir à peu près 95 km d'autoroute et je le rappelle, nous étions donc 4 adultes à bord. Voilà, j'espère que ces séquences vous auront permis d'avoir une idée vraiment beaucoup plus réaliste de la consommation de ce Nissan Ariya en conditions réelles. Alors c'est sûr qu'en été, les consommations auraient été différentes, mais un client final ne choisit pas de rouler qu'en été, surtout qu'en Belgique et au Luxembourg, l'été est quand même d'assez courte durée. Donc en conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Nissan Ariya? Le look reste assez moderne, je dirais même. Le confort à l'intérieur est absolument indéniable, ça vraiment c'est 5 étoiles, les sièges y maintiennent super bien, vraiment c'est un énorme point positif. L'espace à bord aussi, l'habitabilité, vous l'avez vu, il n'y a par exemple pas de rangement en dessous de la coudoir, mais c'est un petit peu remplacé par un espace à l'avant qui est électrique, je le rappelle, uniquement sur ce niveau de finition, sinon ce sera manuel. Ensuite, en termes de consommation, voilà, on est autour d'une vingtaine de kWh au 100. Je rappelle qu'il faut quand même déplacer 2,3 tonnes à vide et en général, une voiture comme celle-ci ne se conduit pas, ne roule pas toute seule, ou pas encore. Parmi les autres points positifs, donc à l'arrière aussi c'est confortable, il y a énormément d'espace. Le fait que les sièges soient également chauffants à l'arrière contribue de nouveau au confort global du véhicule. Très bonne vision, malgré, je le rappelle aussi, il y a une toute petite vitre arrière, mais il y a ce fameux rétro-caméra que vous avez vu avant, donc ça aide aussi beaucoup. Franchement, une conduite dynamique en mode sport n'a aucun intérêt, qui plus est sur une électrique de cette catégorie-là. Mais voilà, c'est quand même dynamique sans être sportif, c'est pas du tout la vocation de ce SUV. Si vous voulez un peu plus de peps, eh bien, je vous orienterai naturellement vers la version Nismo qui, elle, par contre, va être autour des 430-435 chevaux. Là, ça sera déjà autre chose. Bon, le coffre n'est pas immense non plus. Vous aurez plus d'espace, plus de litres en version 2 roues motrices. Ça dépend évidemment d'où vous habitez et d'où vous allez. Si vous allez en montagne, oui, ou si vous habitez surtout en montagne, ça peut avoir un réel intérêt de prendre les 4 roues motrices avec de bons pneus, je le rappelle, parce que 4 roues motrices avec des pneus lisses, ça ne sert pas à grand chose. Et à améliorer, je dirais, voilà, les bruits de vent au-dessus de 110-115 km/h, certaines choses liées au régulateur de vitesse adaptatif. Mais une fois que le client connaît et s'adapte en fait à ça, finalement voilà, on peut très bien s'y faire, mais il y a encore des petits points d'amélioration. Donc voilà pour cet essai du Nissan Ariya. J'espère avoir fait le tour. Si vous avez des questions ou s'il manque quelque chose, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, ils sont vraiment faits pour cela. Moi je remercie Melvin de Nissan Belux pour sa confiance et naturellement pour le prix du véhicule que j'ai été récupéré en concession chez Caravenue Nissan à Alzingen, avec un accueil comme d'ordinaire par le responsable préparation VOVN, vraiment tip top. Il faudrait que les accueils soient identiques chez tous. Et puis si ça vous a plu, bien, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager 250 mètres, tournez à gauche et prenez la N3. Cette publication. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures auto et moto. Ciao!